plaisir comme nous avons l'habitude de le faire avec tous nos partenaires. Alors il y a un sujet quand même, évidemment, dû à l'héritage colonial, c'est le massacre de Thiaroye à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord une question très concrète, il y aura la seconde commémoration le 1er décembre. Est-ce que le président français, Emmanuel Macron, sera là? Il est vivement invité. Je l'ai renouvelé lors de mon passage récemment à Paris. Nous avons partagé un déjeuner et j'ai renouvelé cette invitation. Je pense que nous avons une histoire commune partagée et Thiaroye en fait partie. Cette histoire est faite de moments heureux et de moments de douleur. Nous ne pouvons pas, au motif de vouloir préserver la sensibilité des uns et des autres, fermer les yeux sur cette page sombre de notre histoire commune. Nous avons décidé, dès notre arrivée, de commémorer ce massacre. Et le président Emmanuel Macron, il faut le saluer, a eu le courage politique, j'allais dire le courage moral de reconnaître que ce qui s'est passé à Thiaroye a été un massacre. L'année dernière, pour des contraintes d'agenda, il a dépêché son ministre des Affaires étrangères, ce qui nous convenait parfaitement, comme d'autres homologues de la sous-région ont pu le faire. Si cette année, son agenda lui permet d'être présent, évidemment, il sera à sa place, à savoir là où nous devons commémorer notre histoire commune, quoique la page ait été douloureuse. Alors il y a un sujet quand même, il y a une commission d'historiens, d'archivistes qui est dirigée par l'historien sénégalais Mamadou Diouf, qui réclame un accès total, sans obstacle, aux archives françaises. La France dit mais on vous donne l'accès total, lui dit que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous continuez à réclamer un accès complet afin de faire la lumière sur cette histoire si sombre? Je pense que faire la lumière complète sur le chapitre de Thiaroye 44 permettra d'apaiser davantage la relation entre les deux pays. Tant que nous serons à la recherche d'un pan de cette histoire qui nous échappe, nous ne réussirons jamais à en faire le deuil. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons entrepris de faire des fouilles archéologiques qui ont donné des résultats concrets et qui doivent être étendus sur le plan de vue des sites pour nous assurer que nous avons couvert tout le périmètre où des fosses communes auraient pu avoir été creusées. Dans le cadre de la collaboration sur l'accès aux archives, nous avons eu accès à des archives. Le comité vise des archives qui semblent être des archives classées secret défense et qui ne sont pas déclassées. Vous demandez leur déclassification? Évidemment, je pense que ça fait 80 ans que tout ça s'est passé. Et la meilleure façon de le dépasser, c'est d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Et de savoir que cette histoire commune que nous avons partagée doit être éclairée. Je n'étais pas là quand le massacre se passait. Le président Emmanuel Macron non plus. Donc ce n'est pas à lui qu'on chercherait à imputer la responsabilité de ce massacre. Ce qu'il faut saluer, c'est qu'il ait fait un pas de plus par rapport à ses prédécesseurs en reconnaissant déjà que c'était un massacre. Maintenant, sur le plan de la collaboration sur l'accès des archives, il y a des efforts à faire et je pense que les partenaires français seront encore plus ouverts et plus transparents. Est-ce que, au-delà de ça, une fois que la vérité historique sera établie, est-ce que vous pensez que la France devra s'excuser, voire offrir des compensations? L'année 2025 a été déclarée par l'Union africaine comme l'année de la justice et des réparations pour ce qui s'est passé pendant l'esclavage et les colonisations. Évidemment, cette question des réparations reste quelque chose d'important. Ce n'est pas tant l'aspect financier qui importe, mais c'est pour donner rendre justice à ces personnes-là qui ont combattu pour libérer la France et qui réclamaient comme leurs homologues français des pécules et qui ont été tués pour ça. Même si cela doit être le franc symbolique, cette réparation-là doit être faite. Et des excuses? Les excuses sont importantes parce que d'autres pays l'ont fait pour des tragédies de moindre violence et de moins importantes et cela contribue à nous apaiser, nous, descendants de ces tirailleurs, et à apaiser la relation entre le Sénégal, la France, et plus généralement entre la France et ses ex-colonies, parce que les tirailleurs sont appelés sénégalais, mais ils venaient de toutes les colonies. Alors, je vais en venir à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une menace terroriste désormais à l'ouest du Mali, le JNIM, comme on appelle.
s'est lancé dans des offensives tout proches du Sénégal. Début juillet, il y a eu une attaque à la frontière, à Diboli. Le JNIM envoie des messages disant si le Sénégal collabore avec le Mali, le Burkina Faso dans la lutte antiterroriste, nous allons frapper le Sénégal. Est-ce que le Sénégal est désormais dans le viseur des terroristes? Je ne saurais le dire. Ce que je sais, c'est que la menace terroriste, elle n'est pas simplement qu'à l'ouest du Mali ou à l'est du Sénégal. Je suis convaincu que le phénomène terroriste, où qu'il soit localisé, est une menace partout ailleurs. Je pense que vous l'avez bien vécu avec des événements douloureux en France pour des personnes qui ne sont pas forcément endoctrinées dans le pays où l'acte a été commis. L'humanité a un destin sécuritaire lié. À chaque fois que le terrorisme s'est établi de façon durable quelque part, il a cherché à se projeter au-delà de ses bases. Et c'est comme ça que les États-Unis, un certain 11 septembre, ont été aussi durement frappés. Donc tous les pays sont concernés par ce qui se passe au Mali et ailleurs tant que ça porte sur le terrorisme. Je pense que la démarche terroriste, la lutte contre le terrorisme doit être une démarche intégrée, combinant l'échange des renseignements, le dialogue entre les puissances et les pays impliqués, mais aussi les pays dans les frontières, dont les frontières sont menacées, et les pays qui sont un peu plus loin. D'ailleurs, comme vous le savez, cette question dépasse bien le cadre de l'Afrique. Et j'ai toujours alerté, y compris ici aux Nations Unies, pour dire qu'il ne faut pas que l'Afrique, notamment le Sahel, devienne le terrain d'affrontement de grandes puissances par terrorisme interposé ou par intervention militaire conventionnelle interposée.